Alors, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent pour revenir sur nos cours pratiques de neurocognitique. Alors, le dernier cours était un cours qui portait sur notre capacité à stopper une émotion ou en sortie de motivation, donc qui pourrait émouvoir autrui, stopper cette émotion, cette motivation pour l'auto-observer, pour ensuite la mémoriser, pour enfin la répéter. Donc si on répète une émotion, ça devient intéressant, surtout si c'est une émotion joyeuse, par exemple, et qu'on se retrouve en situation plutôt triste ou nette. Donc je vais laisser la parole aux uns aux autres parmi nos amis ici présents. Donc en premier, qui se lance? Carole. Alors, dans un cadre plutôt festif, j'ai expérimenté grâce au stoppage et au mécanisme de mémorisation et ensuite de répétition, une expérience, enfin j'ai pu expérimenter, oui, une expérience, c'est le cas de le dire, en tout cas, auto-observer ou observer que j'ai pu être à un moment donné dans une posture émotionnelle un peu crispée. Il y avait des tensions émotionnelles. Je ne savais pas d'où ça venait, puisque, comme je le disais, il y avait un cadre plutôt festif avec beaucoup de joie. Et l'exercice m'a permis de non pas de répéter, puisque là, je constatais des crispations dont je n'avais pas forcément l'envie de les emmagasiner et de les répéter, mais ça m'a permis, l'exercice de répétition, de mémorisation m'a permis, à force d'atténuer cette posture émotionnelle et ces tensions émotionnelles qui me traversaient. Et par la suite, ça m'a permis aussi de travailler sur les mouvements de pensée qui étaient en lien avec ces tensions. Au moment où j'ai repris le travail, j'ai voulu utiliser cet exercice, cette expérience pour canaliser certaines tensions aussi émotionnelles que je pouvais ressentir dans le cadre du travail, des réunions. Et ça m'a permis, en fait, de là aussi, de stabiliser ma posture, enfin une posture émotionnelle qui pouvait m'habiter à ce moment-là. Donc j'ai trouvé que c'était un exercice qui m'avait apporté beaucoup en termes d'observation de ce qui se passait sur mes mouvements émotionnels et mes mouvements intellectuels qui étaient en rapport avec mes émotions. Oui, parce que justement, les mouvements, parce que tu parlais de postures motivationnelles, les mouvements motivationnels, passage d'une émotion à une autre, d'une motivation à une autre, tu réussissais à les capturer finalement, même si tu ne pouvais pas forcément reproduire, au moins tu capturais, tu arrêtais, tu réalisais quelle était la condition, et jusqu'à pouvoir t'extraire d'une condition qui serait, on va dire, un peu gênante, un peu désarmante. Oui. Alors, la parole à Amaury. Ouais, moi je rebondis sur exactement ce que tu viens de dire, le mouvement motivationnel. J'ai ce matin d'ailleurs, ou hier, il y a très, très récemment, ma femme me rappelait un événement pareil, un contexte festif, un enterrement de vie de garçon d'un de mes meilleurs amis. Et
j'ai eu un accident enfin, je suis tombé en VTT, donc je me suis blessé assez gravement au niveau du genou. Et ma femme n'avait pas trop compris, enfin, elle avait évidemment vu la blessure, mais elle n'avait pas trop compris le contexte de la chute. Elle pensait que, en gros, j'avais eu un faux mouvement. Alors qu'en fait, je suis vraiment tombé et j'aurais pu me blesser beaucoup plus gravement. Bref, ça m'a, à ce moment-là, rappelé l'émotion de la chute, c'est-à-dire la peur, la crispation émotionnelle, enfin un ensemble d'émotions assez intenses que j'ai attrapé, mais immédiatement en fait j'ai attrapé la transition vers le rappel du fait que c'était en fait un week-end très sympa. Donc ça c'était au début du week-end d'ailleurs, et donc le reste du week-end je m'étais amusé autant que faire se peut malgré la douleur bien sûr, mais c'est rappelé en moi la joie d'être avec des gens que j'aime et de passer un moment avec eux. Et j'ai donc attrapé le mouvement très rapide. C'était vraiment une auto-observation, c'est-à-dire que j'ai ralenti en fait plus que stoppé, mais j'ai auto-observé le passage d'une mémoire qui m'a crispé au moment où je me le suis rappelé. Mais immédiatement, elle a disparu et été remplacée par ce moment de joie. Et je me suis repassé j'ai rejoué ce mouvement émotionnel dans la journée, de temps en temps. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais eu un grave accident. J'étais allé aux urgences. J'avais pris l'avion avec le genou de la taille de mes cuisses, mais que finalement, c'était presque occulté, que je me rappelais des bons souvenirs. Donc, il y avait ce moment qui était très intéressant. Un autre exemple d'auto-observation, enfin de stoppage et motivationnel. Encore une fois, le cadre étant festif, on a eu de la famille, on est allé voir la famille, on est revenu à Londres avec mon frère et sa compagne, le fils de sa compagne. Donc on a passé un peu plus de temps en petit groupe. Et à un moment donné, mon frère m'a regardé et en fait m'a pris dans ses bras. On n'est pas une famille très câlin, on va dire. En tout cas du côté français, mais côté américain, on hug, comme on dit, très, très facilement. Et moi, j'aime beaucoup cette culture d'ailleurs. Et c'est pas très fréquent, mais depuis que je suis marié avec une Américaine, en fait, on transmet un peu cette culture vers ma famille française. Mais c'est un peu venu de nulle part. Et ce moment, je l'ai vraiment attrapé au moment où il s'est passé. Et ça a vraiment été un choc, enfin une joie très intense. Il y a vraiment eu ce moment où il y a ce câlin fraternel. On se dit rien, mais on sait tout. Et ça, je me le rejoue très souvent. Ça me donne chaud au cœur. Que je me sente bien ou pas bien, ça me booste le moral. Donc ça, j'ai vraiment attrapé comme une photo, mais avec comme un gif en fait, un peu une photo qui dure quelques secondes. Quoi d'autre? Alors j'ai deux autres exemples. Un peu moins positifs, mais positifs dans le sens où donc j'appelle mes parents au moins une fois par semaine. Et donc c'est très répétitif, c'est-à-dire qu'on est sur Skype et mes deux parents sont assis l'un à côté de l'autre et puis on passe une demi-heure, 1 heure au téléphone, enfin en vidéoconférence. Et ma mère donne ses conseils du type essaye de pas tomber malade. Et évidemment, ça part d'un profond amour pour ses enfants, mais j'attrape à ces moments-là en fait une émotion qui émerge de frustration en fait, qui dit ah comme si je faisais pardon, comme si j'essayais de tomber malade exprès, alors qu'évidemment personne n'essaye de tomber malade. Donc normalement, je je vais répondre un peu sèche, pas sèchement, c'est pas une vraiment adéquate, mais je vais en gros, je vais dire à ma mère, c'est bon, je fais pas exprès, je vais pas tomber malade exprès. Et cette fois, j'ai attrapé l'émotion un peu de frustration
d'énervement. Et intérieurement, pendant une petite seconde, j'ai dit à la machine, j'ai demandé à la machine comment, ou au pilote, comment gérer cette solution différemment. Et j'ai dit à ma mère, je reçois ton conseil et je l'appliquerai du mieux que je pourrai. Et ma mère m'a dit, ah merci, ça fait plaisir. Donc j'ai un peu retourné intérieurement la situation et en plus, je me suis rendu compte que quand j'ai attrapé et corrigé ou changé, ma mère a répondu positivement. Donc deux personnes ont été impactées par le stoppage. Donc j'ai réitéré, je me suis répété cette scène et je vais essayer de l'appliquer dans le temps. Voilà, donc ça c'est très, très informatif. Et le dernier exemple, et ça je ne l'ai pas résolu, c'est après les fêtes, on s'est bien fait plaisir au niveau gustatif. Et comme beaucoup de gens, après cette période-là, on essaie de réduire un peu la voilure. Et c'est très difficile de réduire la voilure. Et par exemple, l'estomac s'étant un peu étoffé, on a donc habitué le corps à manger plus. Et donc, on essaye de réduire, ma femme et moi, là, après Noël. Et je stoppe l'émotion je reprendrai bien un petit peu de fromage ou je mangerai bien un petit peu de chocolat pour essayer de... Voilà, donc, il y a beaucoup de répétitions. Je l'attrape à chaque fois. Par contre, le pilote n'a pas encore réussi à modifier légèrement la machine, mais c'est également un élément dont je n'avais pas conscience avant. Et là, je prends vraiment conscience d'un choix qui se passe dans la machine, le pilote se rend compte, je devrais m'arrêter, j'ai probablement assez mangé. Mais il y a l'émotion de gourmandise qui arrive et qui prend un peu le dessus, et soit qui gagne en ce moment, soit qui gagne pas, ce que j'essaie de gérer. Voilà, je ne sais pas si c'est... C'est pas une émotion de gourmandise, mais une sensation. Sensation, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est une émotion, effectivement, mais la faim ou le... Alors, tout ça, c'est physiologique. Ouais. Donc, ce n'est pas psychologique, donc ce n'est pas émotionnel, mais sensationnel, on va dire. C'est au niveau des sensations. Et cela dit, oui, il y a les neurones du goût qui s'activent et qui prennent l'habitude. C'est un peu comme, je rentre dans un petit débat autre, mais c'est intéressant aussi. Par exemple, pourquoi des gens deviennent addicts à la cigarette? Parce que on voit un neurone, on va dire, avant l'espace synaptique, avant le lieu de connexion, et puis un neurone après, donc pré- et post-synaptique. Et dans le neurone post-synaptique, on a des protéines qui ont une fonction de capteur, de récepteur. Donc ces protéines réceptrices, elles sont comme des serrures, une forme, et qui vont prendre telle ou telle clé. Alors, la clé du neurotransmetteur qui permet de lever un bras, qui s'appelle l'acétylcholine, la clé cholinergique, eh bien, elle a quasiment la même forme, c'est étonnant, mais c'est dans la nature comme ça, que la clé de la nicotine. Et donc, quand la nicotine arrive sur les récepteurs d'acétylcholine, elle s'installe. Mais ce qui se passe, et c'est là qu'on comprend les mécanismes d'addiction, c'est qu'elle va demander encore plus. Donc, au bout d'un moment, apparaissent que tout ça, c'est vivant, c'est pas de l'ordinateur, hein, la biologie, c'est vivant. Donc, on va demander à la machinerie globale, créez-moi encore plus de protéines réceptrices. Et donc, les récepteurs canaux qui apparaissent, et là, de plus en plus, il va pouvoir y avoir de nicotine. Donc, quand on a bien saisi ce genre de mécanisme, on comprend évidemment ce qui peut nous arriver, c'est que si je reviens sur la neurobiologie du goût, donc ici dans l'encéphale, avec l'odorat, donc ces deux systèmes sensoriels qui ne passent pas par le thalamus, et donc qui ne vont pas passer par la gare de triage, et donc qui sont vraiment très archaïques, et bien immédiatement, de nouveau la Madeleine de Proust, immédiatement on est pris par la saveur. Mais alors là, le problème, c'est que c'est tellement prenant que
pour s'en libérer, c'est beaucoup plus difficile que les voies thalamo-corticales qui nous permettent d'avoir le rappel de soi, la réentrée, la réentrance neuronale qui nous permettent d'être conscients de nous. Là, il n'y a pas. C'est vraiment une machine très, très archaïque, j'ai envie de dire, plus que préhistorique. Et donc, voilà, le résultat, c'est que de plus en plus, j'aimerais bien mon petit chocolat, ou ce que tu disais, mais voilà, il faut pouvoir l'arrêter. Mais je vois que Laurent lève la main, vas-y, dis-nous. Oui, j'aimerais bien rebondir. Je pense que c'est très intéressant, l'idée de récompense émotionnelle que Amaury a soulevée, surtout liée à peut-être à l'enfance, quand effectivement on a notre maman là pour toujours être une source de réconfort, et on a besoin de ce réconfort, de cette récompense émotionnelle. Alors, c'est très intéressant. Je pense que c'est des choses qui viennent de l'enfance, et on redevient enfant quand il y a peut-être une situation, on a envie d'être rassuré, et c'est intéressant que souvent, quand il y a quelque chose de mal qui arrive, on pense aux souvenirs lointains, et souvenirs, on va dire, quand on imagine que les choses étaient mieux. Ça, c'est souvent en enfance. Complètement, oui, oui. La Madeleine de Proust, c'est vraiment ça. Elle raconte, le matin, j'étais invité par ma tante Léonie, qui ajustait sa perruque pour avoir l'air présentable, et qui m'invitait dans sa chambre, sur cette petite table où il y avait des sortes de biscottes, on va dire des madeleines, et puis il fallait tremper, et puis ça avait un goût, et puis il y avait toute une ambiance, et toute cette émotion d'enfance ou d'adolescence. Et oui, c'est tout à fait ça, et ça revient à ce que disait Amaury, on va se retrouver plongé dans des processus antérieurs, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est à un moment donné, avoir cette conscience en éveil qui nous permet de stopper le mécanisme en se disant, ce que je vis maintenant, ça va être pour mes 90 ou mes 110 ans, mon enfance. Et c'est aujourd'hui que je crée mon enfance, l'enfance de mes 90 ans. C'est ça qui devient intéressant. Donc à nous de dire, c'est pour ça que c'est très intéressant quand c'est actif, et justement, même ce que disait Carole était complètement actif, c'est-à-dire, je stoppe un mécanisme, j'en prends conscience, et même si je n'ai pas réitéré le mécanisme au point de modifier le processus, j'ai déjà pris conscience par le stoppage lui-même. On parlait avec Serge tout à l'heure, et c'est vrai qu'avant la réunion filmée, pour la préparer justement, et la question elle est là, c'est qu'à partir du moment où on arrive à stopper un mécanisme, déjà le mécanisme n'est plus tout à fait autant là, déjà la conscience commence à vouloir apparaître, et déjà donc nous préparons le futur, et nous préparons des programmes libérés de programmations anciennes, parfois mauvaises, développant parfois justement, ce que vient de dire Laurent, des programmations anciennes de l'enfance qui sont très bonnes, qui vont nous nourrir pour toute la vie avec puissance. Au lieu de les laisser s'effondrer, on les réactive. Donc voilà, il y a beaucoup de routes très intéressantes. Ouais. Je vais poser une petite question à Amaury. C'est juste pour un ajout. Ici, avec son premier exemple, comment t'es-tu rappelé de ton émotion, de l'émotion due à ta chute en VTT? Alors, est-ce que c'était une image? Comment ça t'est En moi, tu veux dire au moment où j'ai attrapé le... Ma femme m'a rappelé l'événement. Mais tiens, Skype me... ma femme m'a rappelé l'événement. Et au moment, si je devais jouer la séquence dans la machine, il y a eu d'abord un rappel, je pense que c'était très visuel parce qu'on était dans un contexte, on était en montagne. Donc c'est un grand paysage magnifique. Donc c'était vraiment, c'était visuel. Et après c'était visuel à travers les yeux. J'ai revécu de l'intérieur de moi à ce moment-là. C'est-à-dire je me suis revu en train de regarder autour de moi, je me suis revu en train de regarder mes pieds, je me suis revu en train de chuter au ralenti.
J'ai même dit à ma femme, je crois que je me suis évanoui pendant quelques secondes, parce que je suis quasiment sûr que, en fait, en rejoignant, après coup, je suis presque arrivé à ralentir l'événement. Et je me rappelle très clairement d'être en position à 45 degrés. Et ensuite, je me rappelle la roulade au sol. Donc, entre les deux, il y a eu un choc. Et je pense qu'il y a eu quelques secondes d'étourdissement. Donc, c'était très visuel. Donc, neurofonction 17, c'est ça? Alors, je retourne à mes notes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et 4 aussi, hein, parce qu'il y a vraiment eu Oui, il y a vraiment eu la perception du mouvement à ce moment-là. Merci. Et 21, pardon, et 18, pardon, et 21, parce que je me rappelle très clairement le cri, j'ai crié 3 fois de tous mes poumons, c'est-à-dire de la douleur. Donc évidemment, il fallait que je reprenne mon souffle, mais j'ai dû crier 3 fois pour évacuer la douleur. Donc il y a ce moment aussi de très figé. Ouais. C'est très riche en neurofonction, ce petit moment ce matin. C'est à terme, justement, en quelques années, tu pourras peut-être trouver un moment pour participer à l'écriture du livre de mon connectique. Et justement, ce genre d'anecdote extrêmement limpide pour les gens qui vont nous suivre. Il y a, justement, c'est ça qui est interpellant aussi. C'est plus on s'entraîne avec telle ou telle neurofonction qu'on active, plus quand on est dans un moment critique, elle se réveille. Et là, en cascade, on a 3. Et c'est très interpellant et très intéressant. Merci beaucoup. Alors, Laurent, quelques mots ou pas? On a parfois des moments délicats. Alors, je vous propose qu'on commence le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, c'est un peu sauvage, hein, attention, parce qu'on est dans les inhabitudes symétriques. Alors, on a déjà travaillé il y a fort longtemps un cours sur les inhabitudes corporelles. C'était je me brosse les dents avec une main, je me brosse les dents avec l'autre main. À la limite, je prends la fourchette avec une main, je la prends avec l'autre main. Puis encore, au-delà de la limite, j'écris avec une main et j'écris avec l'autre main. Mais après, on est allé encore plus loin, c'est-à-dire sur le plan intellectuel-conceptuel, pour pouvoir se dire, pareillement, je vais essayer de modifier ma programmation sur le plan d'inhabitude symétrique. Donc, telle idée me vient fréquemment en tête, ou tel mot me vient fréquemment en tête. Je vais remplacer cette idée par une idée symétrique, ou bien par un mot qui peut lui être associé comme étant semblable, ou ayant quelques petites variantes de signification. Et là, on va plus loin, on se dit qu'on va essayer d'aborder la même réalité, mais sur le plan émotionnel, motivationnel. Évidemment, c'est beaucoup plus délicat. Nous en parlions un petit peu avant le cours avec Serge et Stéphane. Il est vrai que, oulala, réussir à stopper une émotion, se dire, voilà, cette émotion, elle a peut-être une symétrie, une émotion symétrique, et puis la trouver, l'installer à la place de l'émotion initiale, c'est un petit peu délicat. Alors, on va peut-être travailler un petit peu sur le livre de référence souvent cité et toujours placé d'ailleurs dans les présentations des vidéos. Des vidéos ultra-dirigées, merci à toi, et à partir de là, eh bien, ce livre va peut-être nous permettre d'avancer un peu. Alors, on va évoquer au moins la neurofonction numéro 15 et la neurofonction numéro 16, parce que c'est un petit peu délicat, qui s'y colle. Alors,
Lunettes en main, Stéphane. Donc là, je vais vous lire la neurofonction émotivationnelle numéro 15 à partir du livre. J'avais écrit à des étudiants à l'époque, donc on est en 2016, publication de ce livre-là, première publication. Neurofonction émotivationnelle numéro 15. J'ai auto-observé que, croisant un individu très démuni, très pauvre, se livrant à la mendicité, mon neurosous-système émotionnel produisait à chaque fois que cette situation se reproduisait un sentiment d'impuissance à aider. Il faudrait changer la société, l'économie, l'humanité. J'ai pu alors auto-observer qu'à très grande vitesse, car probablement accéléré par des jets d'hormones, ce sentiment d'impuissance, au contraire de toute tension émotivationnelle, apparaissait de façon très fluide, facile, naturelle. Les neurones consacrés à ce type d'opération dans mon cerveau, suivant des schémas d'implémentation, dessinant clairement le neuro-sous-programme suivant. Sentiment pour les démunis, croisé, élargissement de ce sentiment à la pauvre humanité, puis vile récupération de ce sentiment pour pleurer, gémir, se plaindre des petits tracas amoureux de l'individu nanti que je suis. Ah, alors, ça c'était donc un. Je ne sais pas ce qui se sache, là tu rajoutes, ou bien on a une lecture sur un autre. D'ailleurs, on le prend ou on ne prend pas d'ailleurs cet autre étudiant. Alors, je continue. J'auto-observe souvent un sourire nerveux dans ma biopsychomachinerie émotivationnelle, efficace pour désamorcer les tensions psychosociologiques en général, ce qui permet à mes neurones émotivationnels de gagner du temps durant les interactions sociales quand apparaît une tension confuse que je peux capturer depuis mon attention portée à ma neurofonction numéro 15. J'auto-observe lorsque me vient une découverte intellectuelle, une excitation, un émerveillement. Donc là, pour le premier exemple, donc, où il y a un démuni et puis l'étudiant est plongé dans la réalité sociétale, la pauvreté induite par le chômage, par toutes sortes de données dont nous sommes au courant. Donc il est pris à l'intérieur de cette colère, sensation de dégoût, de colère. Sentiment, oui. C'est pas une sensation, c'est incorporel, c'est émotionnel. Un sentiment de dégoût. Donc, et là, il ne peut en sortir. La première action pour se sortir de là, telle que nous l'a dit tout à l'heure Carole, il faut déjà un premier stoppage. Donc il faut déjà attraper ce moment, cette programmation, cet automatisme émotionnel, il faut déjà l'attraper. Ensuite, à partir du moment où on l'a attrapé, on est avec, eh bien, à partir du moment où on l'attrape, on le stoppe. Déjà, c'est même totalement en association. Donc, on attrape, c'est déjà un stoppage. Et ce stoppage-là, il nous permet de prendre un certain recul par rapport à la situation sociétale, par rapport à cette colère. Et donc, on peut se dire à ce moment-là, ce recul, donc je vais vous prendre un exemple, ce recul peut nous amener à prendre une solution, je dirais, plus individuelle. Donc, on va, pour se sortir de cette colère, et donc dans une symétrie, on va tenter donc d'être beaucoup plus joyeux en nous. Pourquoi? Parce qu'on va apporter à ce démuni peut-être un sourire, et donc ce sourire va nous être renvoyé, donc on va se sentir utile, et il va arriver donc une autre émotion que l'émotion de colère. On va être joyeux, on va se dire on est là, on a pu aider, et donc là on est carrément sorti de notre programmation colère, et on a changé ça en utilité, en joie, finalement une joie.
D'ailleurs, oui, par rapport à ce que vient de dire Serge, c'est interpellant et on peut le définir avec 2 mots. Il y a la réaction que présente l'étudiant dans le livre, c'est une réaction, on va dire, passive, c'est-à-dire ah, c'est le drame, c'est comme ça, j'aimerais bien être intérieurement autrement. Bon. Et ce que propose Serge, c'est une solution active, c'est-à-dire maintenant, je vais créer de la joie, je vais modifier la situation, et comme tu l'as dit d'ailleurs individuellement, c'est-à-dire que c'est pas de se dire, bon, et si la société était meilleure, si l'économie était autre, bon, c'est déjà, est-ce que moi, je peux me dire, tiens, je vais offrir mon sourire, je vais dynamiser l'autre qui est en face de moi, je vais lui donner des paroles qui vont l'encourager, et cette dynamique, cette force active, eh bien, c'est une façon aussi d'être dans cette symétrie, mais d'une manière plus réconfortante puisque efficace. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de passer le stade du miroir émotionnel dans le sens où, de façon automatique, si quelqu'un se met en colère face à moi, j'ai tendance à le limiter, ou en tout cas, la biopsychomachine, au premier degré, elle réagit très très rapidement, émotionnellement, tout de suite, ça réagit. Et donc la question là, c'est plutôt une question de stoppage, oui, mais aussi de connaissance. C'est-à-dire que si par exemple je sais qu'a priori quelqu'un qui développe des émotions de colère, il est en souffrance, parce que c'est la cause, c'est sa souffrance. Et donc ça me permet quelque part de me dégager du moment émotionnel présent pour comprendre que la façon la meilleure de réagir par rapport à cette colère, c'est plutôt de l'entendre et de trouver des stratégies pour justement être asymétrique. Donc dans le sens où si je suis très très placide, très doux, avec quelqu'un qui vient vers moi avec cette énergie, je vais l'accueillir et vraisemblablement qu'il tout de suite lui en réaction va par différence, il va tout de suite tomber. Moi, j'ai déjà vérifié ce type de réaction qui fonctionne vraiment très, 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 très fort. Très fort. Et même avec quelque chose qui n'est pas dans les paroles. Surtout pas dans les paroles. Ça, moi, j'avais constaté ça avec ma maman. Ça fonctionnait extrêmement, extrêmement fort. Voilà. Alors, ce que tu dis, ça me rappelle à quelques neuroniens une anecdote personnelle comique, mais en même temps, ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis, c'est que à nous d'être dans une symétrie, dans l'expérimentation, oui, une habitude symétrique, donc on va changer nos habitudes, mais on ne va pas changer les habitudes d'une façon qui serait catastrophique vis-à-vis des autres. J'étais âgé d'à peu près une trentaine d'années, toute petite trentaine d'années. Je vais dans un train, je m'assois et je sens sur ma nuque du vent, des gens de cheveux. Alors je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je me retourne. Et c'était une fille qui est derrière moi, et le gars qui était à côté debout, qui commence à me dire, et alors, le gars veut me doxer. Alors, moi, sur le moment, c'est tellement absurde que je m'amuse, mais il faudrait faire une règle sur le plan émotionnel, se rend compte que je m'amuse, et ça lui paraît vraiment la pire des insultes. Comment? Alors que moi, je défends ma compagne, et l'autre, là, il se permet de s'amuser. Là, il cogne encore plus, et moi, j'esquive les coups. Et puis après, il y a 2 hommes, pas dans les 50-55 ans, qui nous séparent. Mais j'ai toujours gardé ça en mémoire, c'est très impressionnant. Comment, en effet, il y a des moments où ce qui, pour nous, peut avoir un certain caractère émotionnel. Pour moi, je suis un fou, c'est ridicule, c'est marrant. Bon. Mais pour lui, c'était vraiment toute sa grandeur, toute sa valeur était là. Oui. L'ego n'est pas forcément très bon conseiller. Et on revient sur ce que tu as rajouté à ce que disait Serge, c'est-à-dire en effet, il y a une connaissance préalable en compte terme qui modifie notre façon de stopper ou de ne pas stopper, ou de stopper comme ci ou comme ça, de stopper à tel ou tel moment. Donc c'est en effet un paramètre extrêmement important d'avoir de l'expérience et d'avoir été nourri de cette expérience en prenant de plus en plus conscience de nous-mêmes dans
Et là, est-ce qu'on peut parler de connaissance de soi? Ça va dans... Oui, oui, parce que c'est un peu l'éveil de l'Antiquité, mais oui, c'est soi, c'est ce qu'on appelle soi. Ce soit un soi social à la façon du soi socratique, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est parce que c'était les cités grecques, donc tu connais toi en tant que personnage de telle cité qui représente telle valeur, par rapport à telle autre cité qui a d'autres valeurs. Bon. Mais au bout d'un moment, dans notre modernité, du moins dans les pays riches où nous sommes, ici en France, la notion de soi, elle est plus liée à la notion individuelle qui date de la Renaissance italienne et française, c'est-à-dire j'ai conscience que individuellement je suis là. Oui, c'est la conscience de nos automatismes, la conscience de soi à travers nos automatismes. Tout à fait, la libération progressive de ces automatismes. Mais après, si on écoute les conseils de la neuroconnectique, on pourrait dire que, par exemple, il n'y a pas les mêmes corps. C'est-à-dire que le corps, il y a des réactions au niveau du corps physique, il y a des réactions au niveau du corps mental, et il y a des réactions au-delà du corps mental. Moi, je me pose beaucoup de questions sur ces différentes... Ces différentes perceptions. En neuroconnectique, on va parler de corporel, on va parler d'intellectuel conceptuel, et on va parler de motivation et émotivation. Donc on est sur déjà trois niveaux au moins. Donc après, ce qui se passe dans ces niveaux, bah, c'est à nous d'en prendre connaissance à travers l'expérience, les expérimentations, de travailler dessus. Et évidemment, mais ça c'est un autre sujet, ça va nous ouvrir d'autres portes. Mais pour l'instant, on travaille à ce niveau. En fait, je me permettais d'intervenir là, c'est parce que si on est dans les motivationnels. Si on prend les motivationnels, moi personnellement, j'ai un esprit assez poreux. Et c'est vrai que pour moi, finalement, ce dont je m'aperçois, c'est que le niveau émotivationnel est corrélé aux autres personnes. Et donc, il y a un ancrage qui est différent de l'ancrage, par exemple, peut-être corporel. Quoique, on peut ressentir aussi c'est exactement ce qui cherche, c'est pareil, c'est une illusion qu'on a créée depuis quelques siècles d'ailleurs. Je reviendrai dans un instant sur ce qu'a dit Serge avant, pour répondre à ce que tu proposes, en fait, ta problématique, mais c'est une vraie illusion, c'est-à-dire que sur les neurones miroirs, quand j'avais rencontré Vittorio, comment s'appelle-t-il, Galès, et qui était venu à Paris avec le découvreur en 2005, je suis invité par Alain Berthoz, et donc il y a Giacomo Rizzolatti, le découvreur qui arrive, qui présente, et là, grande discussion après en aparté avec Vittorio Galès, et je lui dis que moi j'étais dans les travaux de recherche où je me rendais compte qu'il y avait des neurones miroirs qui fonctionnaient non plus sur le plan sensorimoteur, mais sur le plan justement, entre guillemets, sensorimoteur, intellectuel et émotionnel. Et il dit oui, c'est très intéressant et c'est tout à fait à développer. Bon, lui, ça lui paraissait une bonne route. Mais merci toujours aux chercheurs plus avancés qui aident le jeune homme avec beaucoup de générosité. Mais derrière, oui, ce que vient de te répondre Serge, il s'avère que on ne s'en rend pas compte, mais si on a telle ou telle posture, comme ci ou comme ça ou comme ça, ben, la posture corporelle, elle va influer sur la réaction émotionnelle de l'autre. Et pareil pour la posture intellectuelle. Si on répond avec tel ou tel type de mots, tel verbiage, tel type d'idée, oui, ben ça modifie aussi la réaction émotionnelle de l'autre. Les pensées aussi. Tout à fait. Donc il y a vraiment 3 étages qui fonctionnent similairement au niveau du rapport à autrui. Mais par contre, pour revenir sur ce que tu disais, comme je le disais il y a quelques instants par rapport à ce que disait Serge, c'est qu'en effet, on s'est beaucoup intéressé au niveau neuroconnectique ces dernières années à ce qu'on retrouve d'ailleurs dans des textes très anciens, des gens, des confréries, des gens qui se posaient plein de questions et qui parlaient justement d'un état mental supérieur. On trouve ça dans certains groupes de yogis, par exemple, d'un état, alors je ne donne pas tous les termes, mais bon. Mais ce qui est intéressant,
un état émotionnel supérieur, tout ça. Et évidemment, je me suis posé pendant quelques années, mais où est-ce que ça se situe? Comment ça fonctionne? Comment ça apparaît? Et j'ai simplement compris que les gens à cette époque-là n'avaient pas nos connaissances en neurobiologie, donc ne pouvaient pas comprendre comment ça pouvait jaillir. En fait, la réponse, elle est simple, du moins simple à dire, elle est au niveau de connexion. Et quand on connecte l'attention qu'on peut porter à une attitude corporelle et à une attitude intellectuelle, et à une attitude motivationnelle, et bien à ce moment-là, on rentre dans un processus qui connecte tout ça et nous met dans ces états dits supérieurs, dans ces groupes de gens plus anciens dans l'histoire, qui, dans tel ou tel groupe, hein, tu as des groupes bouddhistes, des groupes soufis, des groupes hindouistes, des groupes shintoïstes, etc., etc. Il y a tout un tas de gens qui se posaient plein de questions, et même dans l'Antiquité grecque, chez les philosophes, il y a plusieurs écoles, notamment les stoïciens, il y a plusieurs écoles qui se posaient ce genre de questions. Alors évidemment, dans les temps modernes, on va, avec la science, la neuroscience, pouvoir comprendre ce qui se passe. Et donc, en l'occurrence, eh bien oui, quand on connecte tel ou tel groupe de neurones avec tel ou tel autre, eh bien là apparaît un état supérieur, un état qui prend la distance, qui se voit un peu ce que tu disais avant, qui était extrêmement intéressant. Je suis en voiture et je me vois dessus. Voilà, c'est ça. Et puis c'est une plus grande présence. C'est une unité qui t'amène à plus grand que toi. Donc, tu rentres dans une plus grande présence. C'est ça, on est là-dedans. La neuroconnectique, elle nous permet d'approcher cela en expérimentant au fur et à mesure. Et ce que disait Danfi tout à l'heure avec Risolati, les neurones miroirs, on développe ça aussi, on étudie ça en neuroconnectique, mais en neuroconnectique relationnelle, on va pouvoir développer ces sujets. Alors, référence d'ailleurs, on l'a fait à un livre publié en 2023, et vers la fin, il y a un article de Serge qui a travaillé avec Camille sur des expérimentations justement de nature relationnelle, pour essayer de se dire comment est-ce qu'on peut communiquer avec quelqu'un, mais pas simplement en étant dans moi-je, pour conscience de moi-je, corporellement, motivationnellement, intellectuellement, conceptuellement, mais aussi avec l'autre. Et l'autre, se rendre compte que l'autre a changé de posture, que l'autre regarde bizarrement, que l'autre a une émotion qui traverse ou qui la traverse, que l'autre, soudainement, change de paramètre de réflexion, change donc de concept dans son cerveau. Et qu'est-ce que ça peut jouer sur moi? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je peux aider l'autre à avancer? Donc, il y a une pédagogie derrière. Donc, en effet, après ces 36 sessions de travaux dirigés de neuroconnectique fonctionnelle, et bien, pour ceux qui le souhaiteront, on abordera 24 séances, 24 sessions de travaux dirigés de neuroconnectique relationnelle. Et là, en effet, on est en plein dans ces états autres et qui impliquent une immense, je chercherai des termes anciens, miséricorde, compassion, tout ça, mais finalement, c'est ça, on est derrière. On va prendre un terme utilisé d'ailleurs par Jean de Séti, c'était à l'époque avec Julie Grèce, on est au début des années 2000, ce sont des chercheurs français qui avaient travaillé immensément sur la notion d'empathie et de pré-empathie, c'est-à-dire au stade 1 de veille, revenons en termes de neuroconnectique, on s'aperçoit que l'autre est triste, ça a été un peu dit avant, mais cet autre qui est triste peut nous toucher, nous activer notre tristesse, notre émotion de compassion. Bon. Mais derrière, ce qui devient intéressant, c'est est-ce qu'on peut arriver à un moment donné à une vraie empathie, c'est-à-dire je suis vraiment dans la peau de l'autre et j'arrive vraiment à comprendre pourquoi l'autre est dans ce désarroi-là, ce qui peut-être n'est pas l'apparence du désarroi qu'on observe à première impression. Donc il y a un niveau de profondeur derrière ce qui semble. Ça devient extrêmement intéressant, mais bon. Revenons sur notre cours. Donc, Stéphane, je t'invite à lire donc, sur la neurofonction. Stéphane nous redonnera tout à l'heure à l'oral son exemple qui va justement avec ce que tu viens de dire, Danfi, son exemple de quelqu'un qui est en colère et donc qu'il voit en colère. Et au lieu d'être en colère parce que l'autre est en colère, il va
tu vas prendre la colère, être en empathie avec la personne et pouvoir accepter, et l'autre qui est en colère va sortir de sa colère. Tu nous donneras l'exemple que tu as donné tout à l'heure. Oui, parce que avant l'enregistrement, nous avions un petit peu préparé, en effet, et Stéphane a donné un très bon exemple. Que je le donne tout de suite, ça pense maintenant. Et en fait, c'est quelqu'un qui est dans sa voiture et qui doit prendre l'avion à l'aéroport à un horaire donné. Et évidemment, plus il voit qu'il est dans l'embouteillage et plus l'heure de décollage approche, plus en fait il s'énerve, il se met en colère en lui-même alors qu'il n'a aucune prise sur la situation. Et donc, 2 heures plus tard, il a réussi à prendre son avion et il survole la ville et en fait, il voit des tas de voitures qui sont complètement bloquées dans l'embouteillage et il rit en fait. Et donc, c'est une façon de dire que la bonne manière de traiter ces sentiments-là, c'est peut-être de prendre du recul et de changer justement de point de vue. C'est-à-dire quand on est dans la situation de l'embouteillage, plus la voiture qui est quand même un instrument assez égotique parce qu'on contrôle d'un centre, c'est pas la même chose que d'être au-dessus dans un avion puis de dire bah oui mais toute la journée il y a des embouteillages dans la ville et je n'y peux rien. C'est un phénomène automatique et classique qui se reproduit. Et donc, ça permet vraisemblablement, la prochaine fois que cette personne va rentrer dans sa voiture et sera dans un embouteillage, elle réagira peut-être différemment. En tout cas, elle aura plus de conscience et l'autre exemple, ne pas faire accélérer son cœur trop violemment. Et l'autre exemple d'une personne qui arrive vers toi avec de la colère et toi, tu vois, enfin, tu es dans cette colère et ton automatisme voudrait que tu sois en colère parce qu'elle arrive en colère, et toi, tu vas changer. Alors, moi, ça m'est arrivé une fois avec un motard je vous avais raconté ça, sur le périphérique, qui slalomait entre les voitures. Et puis, sans le faire exprès, j'ai dû déboîter. Et ça l'a mis très en colère. Il avait un œil qui bougeait comme ça, d'ailleurs. Et il a garé sa moto devant ma voiture et il s'est arrêté. Et en fait, je l'ai vu arriver, il était dans une colère, il voulait me tuer, en fait. Il a enlevé son casque et il allait éclater avec son casque sur la voiture. Et en fait, je me suis dit, si je réagis d'une mauvaise façon, ça va mal finir. Et donc, j'ai arrêté ma voiture, je suis sorti de ma voiture très très lentement, exprès, et je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai fait, écoute, je suis désolé. Et là, en fait, tout de suite, le mouvement de haine, là, il est descendu, il a remis son casque, il est monté sur sa moto, il est reparti comme une furie à 200. Hein. Mais en fait, là, le déclencheur, c'était plutôt la réaction de survie. Je me dis, mais là, ça va vraiment mal, ça va mal se finir. En plus, au début, j'étais comme ça aussi, c'est-à-dire que j'ai eu un moment où je me dis, bon, il faut le taper, il faut être plus fort. Quoi. Et je me dis, pas une bonne idée. Alors là justement, on était sur des asymétries, je dis pour nos amis, alors évidemment, je me retourne vers vous, Carole, Amaury, Laurent, si par hasard vous voulez nous interrompre en disant ça m'interpelle, ou ça je ne comprends pas, évidemment, dites-le, criez bien fort, mais là, l'idée est de se dire, par rapport donc à des inhabitudes symétriques sur le plan justement de la non-fonction 15, donc de pouvoir se dire quelles sont les tensions, relaxations dans ma machinerie émotionnelle, et en effet pouvoir bloquer une tension qui m'amènerait à tout casser, c'est extrêmement fort. Et avant qu'on arrive à la non-fonction 16, donc se situer dans l'espace, on va dire, émotivationnel,
Bien, je vais vous simplement lancer mon petit moment à nouveau de publicité, évidemment, référence toujours à ce livre-là, dans lequel il y a un chapitre rédigé par Stéphane ici présent, où Stéphane nous explique comment il s'est retrouvé, notamment en hélicoptère ou en avion, et en hélicoptère ou en avion, il pilotait et prend conscience qu'il y a ceci, mais cela, mais cela, mais celui. Évidemment, ça l'amène à prendre conscience de lui. Et oui, je suis là corporellement, zéro erreur, je suis là intellectuellement, conceptuellement, zéro erreur, et je suis là aussi sur le risque de panique émotionnelle, mais non, je vais complètement être serein, zéro erreur aussi. Donc c'est assez intéressant en effet d'arriver à ce genre de bon pilotage, parce que on y revient, c'est un des fondements de la neuroconnectique, ce que disait un petit peu avant Serge, il y a des automates en nous. D'ailleurs, le premier qui évoquait les automates, j'avais, alors bien sûr, c'est Jacques Monod en biologie, mais je pensais à Jean-Didier Vincent aussi, qui a été professeur à l'université Bordeaux 2, justement, qui évoquait les automates dans la machine. Et bien, on en a plein. Et là, pouvoir se dire, on bloque tel ou tel ou tel automate dans la machine, et à ce moment-là, ouf, ça va mieux. Alors, donc la neurofonction et motivationnelle numéro 16. En m'efforçant d'inverser la tendance naturelle de fonctionnement de mon neurosystème émotionnel, j'ai été observé avoir des émotions qui ne sont pas à moi. Cette périphérie affective, que je place au centre de mes comportements, m'est alors apparue comme une variante de ce que je peux vivre en échappant, en me libérant de ma neuroprogrammicité émotionnelle. Ma neuro- et hormonoprogrammicité émotionnelle. J'ai testé que d'aller de choc d'une réponse affligeante vers dégoût à dégoût vers choc d'une réponse affligeante m'a conduit, comme l'a noté Aurélie, vers un soit je prends l'initiative et tout est très fade, soit j'attrape une émotion forte et je suis incapable de la changer. Par contre, aller de choc d'une réponse affligeante vers dégoût, en capturant, passant par surprise, à dégoût vers surprise, m'a conduit, comme je le note, vers une sortie énergétique et libératrice. Nous sommes passés des affres de la psychologie comportementale à la psychologie cognitive, puis encore un cran au-dessus, car plus au-dedans, à la neuroconnectique, par la division de l'attention et par la capture inhérente à un fonctionnement neuroconnecté qui la facilite, du mécanisme cognitif et des émois qui le ponctuent, s'opérant en cascade les uns après les autres, pour atteindre un état pleinement neuroconnectant, qui peut se conclure, je l'écris d'expérience, par parfois une impression que tout cela est sans importance. Nous sommes alors libérés, ici du dégoût, alors que ceci n'est ni fade, ni neutre, ni indifférent. Ceci reste émouvant, mais nous, je, ne sommes plus assujettis à ce moment émouvant. Alors, juste une rectification pour qui ne saurait pas. La Aurélie qui est évoquée, évidemment, ce n'est pas notre Aurélie qui travaille dans le groupe numéro 8 fréquemment avec nous, mais c'est une Aurélie de 2016, 2015-2016. Évidemment, donc c'était une, j'en ai déjà parlé, une étudiante en hautes études commerciales et qui s'était intéressée au luxe, au parfum et donc à l'eurobiologie olfactive. Donc évidemment, elle était très intéressante, très interpellante. Et celui qui évoque Aurélie, bien, c'était quelqu'un qui était aussi dans ces interrogations-là. Et là, en effet, dès le début, on s'aperçoit de cette interrogation qui pose, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une émotion qui serait au cœur de nous-mêmes, en fonction 16, et finalement, on s'aperçoit que non, c'est une émotion de surface, mais à laquelle on est tellement attaché, qui nous hypnotise tellement, qu'on croit qu'elle est le centre du monde, de notre monde. C'est assez interpellant aussi. Alors, je vous laisse un peu la parole. Bon, on évoquera peut-être quelques citations de ce livre concernant notamment la neurofonction 18, donc pour revenir un petit peu à des mouvements émotivationnels, c'est interpellant aussi. Mais là, déjà, est-ce que, chers amis, vous avez quelques réflexions, suggestions, questions?
Un point de clarification pour moi, c'est dans la symétrie, par exemple, une émotion négative et donc une symétrie, je remplace par une émotion positive. Est-ce que l'émotion remplaçante doit être dans le même contexte, on va dire par exemple dans l'exemple de Stéphane, la personne est dans un embouteillage, elle est énervée, elle se retrouve dans une situation différente, contre-émotion, où elle observe une situation identique mais d'un différent point de vue et donc elle en rit. Est-ce qu'au moment de l'énervement dans l'embouteillage, par exemple, je peux injecter une émotion positive qui n'a rien à voir avec un embouteillage, ou est-ce que l'exercice, c'est vraiment en restant sur le contexte? Oui, tu peux injecter une émotion positive. Donc, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure de Laurent. Donc, l'émotion positive, ça peut être, en reprenant la neurofonction 17, voire la neurofonction 21, tu peux te remémorer un souvenir de ta maman ou un bon moment. Comme tout à l'heure, tu l'as aussi signalé dans tes exemples. D'accord. Je me permets juste un rectificatif que j'avais donné à notre Aurélie il y a peu de temps. Elle avait employé cette terminologie d'émotion négative. Et je lui avais dit, je lui avais dit non, c'est bien une émotion, mais par contre, c'est le terme négatif-positif qui est tombé. Ah oui, tu me l'as dit déjà. Et oui, parce que si je me trouve devant un serpent, heureusement que j'ai une émotion de peur, même si cette émotion est entre guillemets négative, elle m'a sauvé la vie, donc elle est finalement très positive. Donc je pense que le distinguo, il serait plutôt entre émotion destructrice et émotion constructrice, si je puis employer cette terminologie. C'est-à-dire qui sont perturbatrices, qui vont m'oublier à moi-même, je ne peux même plus me rappeler de moi parce que je suis tellement dans l'émotion, c'est foudroyant, on m'a vidé de ma substance, je n'existe plus, je suis dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, dans je ne sais quoi. Et puis, il y a des émotions, au contraire, qui vont m'amener à me retrouver moi-même. Donc, c'est plutôt ça. Et parfois, d'ailleurs, des émotions complexes, donc secondaires. Il y a une émotion avec une autre et une autre et une autre. Et puis, parfois même, en effet, tu disais le mot, des sentiments, des grands sentiments qui nous permettent de coiffer justement des hordes de petites émotions qui avait très bien écrit, donc Fabrice, celui qui avait écrit le texte d'avant sur la notion de... Je reprends à peu près les termes, mais c'est vrai que Stéphane a du mal à lire parce que c'est un verbiage assez particulier. Il évoquait sa neuro-hormonoprogrammicité. Et il a raison parce que finalement, nos émotions, contrairement à nos réflexions ou à nos actions, ou à nos sensations, on est sur un autre registre, on est sur un registre hormonal. Quand on est pris par une frayeur, c'est trop tard. Par une peur qui est donc une émotion primaire avant l'émotion secondaire de frayeur, c'est trop tard aussi, c'est trop tard, on est déjà dedans. Donc c'est pour ça que ce que disait donc Stéphane un peu avant sur la notion de connaissance expérimentale, oui, à force d'expérimenter, on prend un recul. Finalement, c'est comme une suite de stoppages. Alors, on est sur ce que disait Serge sur les stoppages. Il y a tellement de petits stoppages qu'une conscience commence à s'installer entre ces stoppages. Et c'est cette conscience qui, petit à petit, nous permet d'être nous-mêmes, calmement, même ce que tu disais, Stéphane, un peu avant, sur le personnage agressif, et je réalise que je dois être absolument calme. Et je me souviens d'une situation où il y a un gars qui est dans sa banlieue, qui a pris un chapeau à quelqu'un. C'est l'histoire, c'est la fameuse histoire, c'est un livre qui s'appelle le chapeau, quel lapsus, le chapeau de Mitterrand. Et donc, le président de la République oublie son chapeau dans un restaurant où il y a des gens bien intentionnés. Et il y a un homme qui trouve et qui voit, qui comprend, qui l'a vu, mais oui, c'est lui, il prend le chapeau. Il va l'avoir. Il y a toute une histoire qui traverse avec ça, mais ce qui est intéressant, c'est le grand sentiment qui peut apparaître derrière des émotions explosives, des émotions qui sont perturbatrices, je reviens sur ce terme-là, et on est vers ici, on est vers là, on ne sait pas, peut-être pas, et tout ça qui nous bouleverse, mais parfois,
jaillit tout cela, et justement c'est ça qui est intéressant, au-delà de ces jeux hormonaux qui vont à toute vitesse, peu à peu un travail neuronal, justement la distinction entre émotion et sentiment, parce que l'émotion c'est purement émotionnel, c'est purement hormonal, mais plus on va vers les sentiments, plus il y a du neuronal. Donc la capacité à nous observer dans une émotion, donc à stopper l'émotion, du moins déjà la ralentir, en prendre conscience et petit à petit à la modifier. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Alors, quelques mots peut-être côté Laurent, côté Carole. Non, point. Tout ça a été bien clair. On aborde alors peut-être la neurofonction 18 pour exemple, si tu veux bien, Stéphane. Alors, neurofonction et motivationnelle numéro 18. J'ai expérimenté de devenir gai au lieu de triste. J'ai expérimenté de désirer, puis de me détacher, indifférence. Puis j'ai exploré le neuromécanisme inverse, me détacher, me placer émotivationnellement dans une posture neutre, assise sur une posture corporelle immobile et une posture conceptuelle visant la même neutralité, puis désirer. Ainsi me fut donné d'explorer l'inhabitude symétrique de générer du désir. Là, dans cet exemple, c'est vraiment intéressant parce que là, on peut se dire, de même qu'on peut se dire, tiens, je serre la main de telle manière. Bon, bah, ma machine, mon automate, ma psycho-machinerie corporelle serre la main de cette façon-là, ou de cette façon-ci, ou de cette façon-là, bon, etc. Donc, on s'aperçoit bien qu'il y a une suite de micro-programmes qui permettent d'avoir tout un ensemble de comportements. Sur le plan intellectuel, c'est pareil, on a l'air de parler, en réalité, on s'en rend bien compte, et il y a un autre livre d'ailleurs de référence, on se rend bien compte que quand on parle, c'est une suite, pareillement, de processus qui vont nous amener, alors, je ne vais pas le trouver tout de suite, évidemment, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est ce livre-là, pour qui ne le connaît pas encore, eh bien, c'est à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a une idée qui engendre une autre idée, qui engendre une autre encore, puis une autre, puis une autre. Et quand on comprend tout ça, on s'aperçoit qu'on croyait qu'on était dans un processus habité, et pas du tout habité. Et c'est la même réalité dans nos émotions. Et donc, il y a des mouvements émotionnels, telle émotion suivie de telle autre, et puis telle est moi, puis telle autre est moi, et ça se suit, et ça se suit. Et donc, on va se dire, par exemple, alors c'est ce que tu évoquais un petit peu, Amaury, tout à l'heure, dans ta description au niveau de l'accident en vélo tout-terrain, c'est exactement ça. Tu aperçois qu'il y a telle émotion qui soudainement est suivie par telle autre, puis par telle autre encore. Et donc, on a toujours des suites, des cascades, comme on l'a noté d'ailleurs avec Serge dans le livre donc, de 2016-2018, donc au Connectique Enseignement, vraiment la notion de cascade. Et c'est très interpellant parce qu'on se rend bien compte que si on veut inverser, c'est là que ça devient véritablement donc une symétrie inhabituelle. On va inverser une cascade. Donc je serre la main comme ça, ben, je vais me dire, est-ce que je pourrais serrer la main comme ci? J'ai telle idée, puis telle autre, puis telle autre. Ben, si j'essayais la seconde, ou pas la deuxième, ou par exemple la troisième, puis la deuxième, puis la première. Ça, on avait travaillé il y a quelques mois, mais si on essayait sur le plan émotionnel, et ça, c'est ce qu'on vient d'entendre dans ce que nous disait Stéphane, un étudiant ou une étudiante qui se dit, et si je pouvais inverser? Et il est vrai que si le démarrage d'un processus émotionnel, c'est le désir, je suis animé du désir de... Alors, j'ai le désir d'un beau vêtement, j'ai le désir d'un beau voyage, j'ai le désir de... Bon, ça en moi désire ceci ou cela. Et dès l'instant où j'arrive à l'émotion qui suit le désir, puis l'émotion qui suit cette émotion-là, et je reviens en arrière jusqu'au désir, je m'aperçois que ça déconstruit d'une certaine manière l'emprisonnement dans le désir. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire cette inhabitude émotivationnelle, elle va pouvoir nous libérer.
sais pas si on ajoute, sinon. Oui, lui, il parle, quand il c'est effectivement le mot, dans une posture neutre, assis sur une posture corporelle immobile, conceptuelle, ils ont la même neutralité puis désirée, de générer du désir. Oui, c'est ça. Indifférence, ouais, c'est ce que je cherche. Alors, c'est très intéressant parce que, alors là aussi, j'ai envie de dire, quantifier notre niveau d'évolution. Au début, ma machine tombe dans l'escalier. Donc évidemment, je vais essayer de me dire, j'ai plus mal. On va rentrer sur des mécanismes d'apprentissage, bon. Ok. Puis à un moment donné, je vais me dire, je mets le pied attentivement pour ne pas tomber. Donc là, on va arriver à une indifférence au processus. Et ce qui devient intéressant, c'est l'étape d'après. Il y a ne plus être indifférent, être ému, mais avec une distance avec l'émotion. Alors, ce que je dis là peut paraître un peu bizarroïde. C'est-à-dire que l'émotion vient en moi, mais j'ai tellement pris justement cette distance, cette indifférence entre guillemets, que je peux à nouveau la laisser rentrer en moi, mais elle rentre plus tout au fond de moi, justement. On est bien, fondamentalement, on vient un petit peu avant, sur la non-fonction 16, on est dans l'espace émotivationnel, c'est-à-dire on n'est plus dans l'émotion. On laisse l'émotion s'approcher de nous, on la prend comme un animal qu'on dompterait, mais on n'est plus prisonnier de l'animal. C'est complètement différent. Donc, je dirais qu'il y a 3 phases, grosso modo. Une phase, on est un automate pris par l'émotion, comme ça, et la colère, la peur, n'importe quoi, le dégoût, ça a été dit, et autres. Après, la joie excessive, et même hystérique. Bon. Après, il y a le moment où on va être plus dans l'indifférence, on prend une distance, on prend conscience d'eux, et puis après, on décide de réaccepter les émotions, mais plus complètement. Il y a un pilote qui s'est réveillé dans la machine et qui est là, qui prend l'émotion avec tendresse, comme on prendrait dans ses bras un petit animal, mais on n'est plus esclave, on n'est plus comme certains devant un chat ou un enfant même hypnotisés, ils vont oublier eux-mêmes tellement ils sont devant l'enfant, devant l'animal. Et là, on reprend le mot désir, et dans le mot désir, donc, derrière tout ça, il y a l'addiction. Et là, c'est se sortir finalement d'une addiction, et c'est se voir dans cette addiction. Et je reprends l'exemple de tout à l'heure avec les chocolats. J'ai encore envie de chocolat, c'est un désir, mais je me vois dans mon désir d'automate qui a envie de chocolat. Et finalement, ensuite, après ce que vient de dire Danfield, c'est je me reprends là-dedans, je stoppe, et maintenant, je me perçois, non plus dans ce désir d'automate, mais dans un désir plus, je dirais, plus humain, plus moi, qui va déguster ce chocolat, et non plus le sauvage qui va se jeter vers la boîte de chocolat. Enfin, bon, on se retrouve avec une émotion de désir, mais totalement différente. Et justement, on y revient, parce que c'est non dit, mais c'est par rapport au discours de Stéphane il y a une demi-heure, mais c'est tout à fait cette idée-là, c'est qu'il y a des connexions qui s'établissent progressivement entre l'animal, ou si je puis dire, la partie de la machinerie biologique, psychologique dans laquelle nous existons, de type intellectuo-conceptuel, qui se réveille. C'est ça. Et donc, c'est plus seulement un désir qui nous happe, c'est un désir réfléchi. C'est plus un désir, faut manger, non. Il y a un ralentissement, c'est un peu les vases communicants de l'espace spatial. On met un peu moins dans la première éprouvette pour que ça équilibre avec la deuxième ou la troisième éprouvette. Donc, on va rééquilibrer le mécanisme et donc on va avoir moins d'emprisonnement dans l'aspect, on va dire, par exemple, sensoriel du désir, le chocolat, et en même temps, on va garder un peu de côté émotionnel pour être ému de celui qui nous a apporté le chocolat, par exemple, de celui qui l'a fabriqué. Et puis derrière, c'est parce qu'il y a l'aspect intellectuel-conceptuel qu'on peut avoir ce ralentissement de ce désir
sensorielles pour modifier notre désir émotionnel, par exemple. Et à ce niveau-là, on peut se donner donc un degré de liberté supplémentaire, parce que si l'automate stopperait carrément, on dirait non, je ne veux plus de chocolat. Et là, on se donne la possibilité ici de prendre un morceau de chocolat, mais émotionnellement, différemment émotionnellement, avec une autre émotion. Et après, par exemple, à mon avis, la différence se situe entre l'addiction et l'automatisme, ou l'habitude, automatisme, addiction, et l'expérimentation en présence. C'est-à-dire que, par exemple, le chocolat, on se rappelle le goût du chocolat, et on se dit conceptuellement, ah, c'est bon, j'aime le chocolat. Et puis on se précipite sur le chocolat, puis on se baffe. Mais c'est pas la même chose que à chaque fois de ralentir le temps et de redéguster, mais qu'est-ce que c'est que ce goût de chocolat? Et souvent, en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais à Maurice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se sent satisfait, mais il y a un mouvement derrière qui, par routine, par habitude, fait se ressaisir de ce que l'on a l'habitude, mais sans forcément le redécouvrir. C'est-à-dire c'est une habitude plus qu'une sensation. Plus qu'un plaisir. Plus qu'un plaisir sensationnel ou sensitif, pour reprendre les termes d'un Il y a film. même deux moments où ça se passe, d'ailleurs, c'est quand on dit l'appétit vient en mangeant, il y a ce moment à la fin, et il y a ce moment au début, quand on n'a pas faim, on mange un petit morceau, et d'un coup, alors qu'on a mangé, on a plus faim qu'avant d'avoir mangé un petit bout de quelque chose. Donc c'est assez similaire pour moi. Après, il y a la sensation de l'estomac lui-même qui, une fois qu'il est rempli, et c'est un peu comme si on prenait quelque chose dans ses bras. Donc, je pense qu'il y a physiologiquement cet ancrage. Alors, deux petites remarques. Alors, une référence toujours en cette publicité à un livre de neuroconnectique déjà ancien, mais extrêmement intéressant sur le plan du ralentissement, qui est très interpellant, justement, ce qu'avait dit Stéphane un peu avant. Et ce qui était d'ailleurs, j'en ai parlé de l'article chapitre dans le livre de 2023 de Stéphane, justement, pouvoir prendre conscience de soi en accéléré, alors qu'on est justement en train de ralentir un processus. C'est extrêmement intéressant puisque ça paraît impossible et pourtant c'est exactement ce qui se produit. Le stade 2 de veille, ça va loin et même les connexions neuronales sont tout à fait les mêmes qu'en temps ordinaire. Donc, le rôle de stade 2, on y reviendra, je suis en train de préparer pour le prochain livre, donc un article chapitre qui va un peu détailler tout cela. Mais je voulais revenir aussi sur l'élément de ce que tu viens de dire, Amaury, parce que ça revient à la question préalable évoquée par Serge de l'addiction, c'est-à-dire que comment ça fonctionne dans notre machinerie. En fait, on est toujours dans des cascades, c'est-à-dire il y a un petit processus qui en appelle à un autre, il y a vraiment des sous-programmes, des sous-programmes qui se réveillent les uns derrière les autres. C'est vraiment affreux, et on croit qu'on existe, on croit qu'on pense, on croit qu'on s'est mieux, on croit qu'on a décidé d'eux, mais il ne se passe rien du tout de ces contours. C'est du pur automatisme. Donc en effet, on voit un chocolat, ça nous rappelle le goût du chocolat, c'est vraiment les chiens de Pavlov ou les singes de Roselyne, hein, sont ici. C'est vraiment à ce niveau-là. Et donc après, on a le goût en tête, c'est remémoré, on prend le chocolat, alors là, le goût s'amplifie, et après, ce que tu viens de dire, Amaury, oui, le désir de manger plus, et encore plus, j'ai entendu le terme se baffrer, et ben, c'est tout à fait ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir bloquer ça. Je vous raconte une expérience que j'avais tentée quand j'avais 17 ans, ça m'avait beaucoup intéressé. Chez mon grand-père, il y avait toujours des grandes boîtes de chocolat qu'il achetait chez un grand chocolatier parisien, avec toute une histoire. Et un jour, ça me prend, à 17 ans, je tentais beaucoup d'expériences un peu bizarroïdes, et ça me prend d'aller devant cette maison parisienne, et de regarder. Dans moi, il y a le mécanisme pavlovien, je m'intéressais évidemment à tout ça. Et au lieu de
je salivais, je vais rentrer, je vais acheter. Non, non. C'est comme si j'avais un chien, il faut dompter le chien, aller au pied le chien. Et le chien, c'était l'animal qui a faim, qui exactement ce que tu décrivais, de plus en plus envie, de plus en plus. Stop. Maintenant, tu te calmes, maintenant, continue la route. J'ai travaillé ça peut-être pas une dizaine de fois, mais c'est extrêmement intéressant pour toute la suite de l'existence et on a dompté la bête. La conscience dompte la bête, si on peut dire. Alors. Je continue l'exemple. Je tourne vers nos amis en ligne. Parce que bon, Amaury, tu as parlé. Carole, Laurent, est-ce que ça vous paraît nourrissant? Est-ce qu'il manque quelques ingrédients? Est-ce que c'est bien limpide, clair pour vous dire, pendant 2 semaines, nous allons travailler sur des inhabitudes motivationnelles. Est-ce que c'est, je vois Laurent qui opine du chef, donc oui, et Carole, oui, tout va bien. Bon, alors, tu peux donc, selon ton souhait, continuer. Alors, donc je continue sur la neurofonction et motivationnelle numéro 18. Auto-observant sa formation dans mes neurones émotivationnels, j'ai inversé l'ordre de la neuro-sous-programmation émotivationnelle, aimer, haïr, être indifférent. Pour produire en symétrie, être indifférent, haïr, aimer. Afin d'y parvenir, haïr sans motif m'étant très inhabituel, j'ai utilisé une répétition des ressentis dans l'ordre classique. J'implémentais aimer puis haïr, dont je soustrayais le ressenti lié à haïr. Alors là, discussion, réflexion, c'est une façon, en effet, d'explorer. J'ai inversé l'ordre des 5 étapes d'un choc: déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Fuir, pleurer ou insulter sont les 3 réactions que peuvent produire en nous nos glandes surrénales. En étant attentif à ma biopsychomachine, j'ai pu auto-observer laquelle de ces 3 réactions jaillissait en cas de conflit dans moi. En vivant discrètement ce neuromécanisme, tout en maintenant mon auto-observation de celui-ci, j'ai pu constater que lorsque je ne suis pas là, l'émotion grandit, et que lorsque je suis là, je la bloque. C'est juste. Voilà. Bon, est-ce que ça vous paraît nourrissant? Est-ce qu'on arrête notre cours ici? Est-ce que vous avez des demandes, des questions, des ajouts? Pour moi, ça va. Laurent? Yes. OK for moi. Carole? Bon, alors, s'il n'y a rien d'autre à dire, j'interromps pour nos auditeurs l'enregistrement.